Bonjour à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous du focus spécial Côte d'Ivoire à l'occasion donc de la campagne électorale pour la présidentielle du 25 octobre 2015. Nous faisons une série d'entretiens avec les principaux candidats à cette élection présidentielle et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui sur notre plateau, ici à Abidjan, Monsieur Konan Kouadio-Bertin, alias Kakabe, qui est donc un candidat indépendant. Monsieur Kouadio-Bertin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Vox Africa. Vous êtes en pleine campagne, je sais que vous avez un agenda fort chargé, mais vous avez pris le temps d'être avec nous pour qu'on essaye de cerner à la fois qui vous êtes et puis aussi quel est votre programme, puisque vous demandez leur suffrage aux Ivoiriens pour être leur président. Avant ça, peut-être quelques mots pour vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas, en dehors de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Vous êtes âgé de 47 ans, donc ça veut dire un candidat jeune. Vous êtes titulaire d'une maîtrise d'allemand avec une spécialité en communication d'entreprise. Et puis, vous aimez le dire que vous êtes le brassage, en fait, de deux tribus, ou en tout cas de deux ethnies de Côte d'Ivoire, à la fois venant du centre et du centre-ouest, ce qui ferait de vous, selon vous aussi, la personne idoine pour pouvoir porter la réconciliation en Côte d'Ivoire. On en parlera en détail dans quelques instants. Alors, vous avez été président des jeunes du PDCI-RDA, bien sûr, donc le parti traditionnel de Côte d'Ivoire fondé par le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Vous avez été président des jeunes PDCI-RDA durant 12 ans, militant de base, militant de longue date, et vous avez même poussé à la formation d'une structure du PDCI-RDA au niveau du syndicalisme étudiant et scolaire. Donc voilà, de longue date, vos défis, c'est des institutions plus fortes, une justice indépendante, axée sur la formation, l'intégration régionale, et puis aussi, bien sûr, ce volet jeunesse. Alors, ce qu'on pourrait dire, votre deuxième acte fondateur en politique, après, je veux dire, votre attachement aux valeurs défendues par le PDCI-RDA, ça a été cette fronde, parce qu'on vous a appelé les frondeurs, quand vous avez rejeté avec force et vigueur l'appel de Daoukro. De quoi s'agit-il? Pour ceux qui auraient oublié de quoi il s'agit-il, il s'agissait d'un appel lancé par le doyen, le président Henri Konan Bédié, pour essayer de soutenir la candidature unique de tous les oufouettistes, en soutien donc au président Alassane Dramane Ouattara. Il a fait cet appel, c'était le 17 septembre 2014. Et vous et d'autres, notamment monsieur l'ex-premier ministre Charles Konan-Banny, monsieur Amara ici ou monsieur Jérôme Cablan-Brou, vous avez rejeté cet appel en disant qu'il n'était pas normal que du côté du PDCI-RDA, on soutienne dès le premier tour la candidature donc unique du président Alassane Ouattara. Depuis lors, il y a eu la formation de la Coalition nationale pour le changement, le CNC, qui réclame aussi un dialogue, notamment des problèmes de procédure pour l'organisation de cette élection. On va parler de tout ça. Alors, première question d'abord. Est-ce que vous êtes toujours candidat, puisque de 10, il n'en resterait plus que 8? Est-ce que vous êtes parmi ceux qui jettent l'éponge ou vous continuez la course? Je répète, avec forte conviction, avec insistance, qu'une candidature à une élection présidentielle n'est pas le fruit du hasard. C'est l'aboutissement d'un long processus, d'une démarche de longue haleine. Eh bien, je suis bel et bien candidat parce que j'ai décidé, en bon soldat, de me mettre au service des Ivoiriens, d'une Côte d'Ivoire défigurée, d'un peuple qui n'est plus désormais uni. Je le dis et j'ai mal en tant que petit-fils d'Houphouët-Boigny, pur produit du PDCI-RDA. J'insiste là-dessus parce que je suis candidat, non pas indépendant, je suis candidat PDCI-RDA. Je ne suis pas le candidat officiel. Je ne suis peut-être pas le candidat du PDCI, mais je suis candidat PDCI. Là, il y a nuance. Bien sûr. Personne ne peut me le contester. Nos militants le savent, que de tout temps, j'ai été le gardien du temple. J'ai toujours pensé que l'œuvre ou l'instrument politique de Félix Houphouët-Boigny doit survivre à Houphouët-Boigny. Il faut se battre pour pérenniser son œuvre. Alors, ça me permet justement de mettre le pied dans le plat. Vous savez, l'élection présidentielle, c'est la mère de toutes les batailles en politique. C'est autour de cette activité que s'organisent sur les 5 ans, le quinquennat, toutes les activités des partis politiques. Or, la raison d'être d'un parti, c'est de conquérir le pouvoir d'État. François Hollande
nous a lancé un appel pour dire que tous les partis politiques qui refusent d'aller à une élection présidentielle sont appelés à mourir. Eh bien, je dis aux militants du PDCIRD, lequel d'entre nous souhaite voir mourir le parti d'Houphouët? Je n'en connais pas un seul qui veuille voir mourir le parti d'Houphouët. Or, vous savez pertinemment que ne pas avoir de candidat, eh bien, c'est signer l'acte de décès du PDCIRD. Je ne peux pas participer donc à cette initiative qui vise visiblement à tuer le PDCIRD. Je suis un militant discipliné et tous les militants du PDCI se sont retrouvés à un congrès qui est, disons, l'instance suprême du parti où se prennent les décisions ultimes du PDCI-RDA. En toute lucidité, eh bien, ils ont dégagé l'idée qu'il nous faut un candidat pour ces élections-ci. Bédié a été élu à ce congrès-là par la volonté de tous les militants. Il ne lui revenait qu'une seule chose, l'application stricte, pure et simple des résolutions de ce congrès. Mieux, le congrès a même demandé que ce candidat soit un militant actif. Vraiment, sans verser dans la démesure, je pense que depuis une vingtaine d'années, j'ai été un militant actif au service du PDCI-RDA. Contre toute attente, alors que les militants avaient pris cette décision, eh bien, M. Bédié, que je respecte, pour des raisons diverses d'abord, pour son âge, ensuite pour ce qu'il a été, troisièmement, parce que nous sommes de la même région, je n'éprouve aucun complexe à reconnaître que c'est mon père. Alors il se retrouve de façon cavalière à Daoukro pour lancer un appel visiblement contre les décisions du PDCI-RDA, nous demandant de soutenir Alassane Ouattara. Je dis encore une fois ce matin, la main sur le cœur, je n'ai rien, alors là, absolument rien contre M. Alassane Dramane Ouattara, pour qui j'ai fait campagne en 2010. Mais qui est M. Alassane Dramane Ouattara? Cet ancien militant du PDCI-RDA, du vivant d'Houphouët-Boigny, qui a accepté de partir librement du PDCI. Et je me souviens que M. Bédié l'avait supplié en lui demandant de ne pas quitter le PDCI pour affaiblir l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny. Ouattara joue la sourde oreille. Il est parti du PDCI. Et par la voix de Guény Kobna, paix à son âme, il a promis à la face du monde, en quittant le PDCI, de le réduire à l'état de relique au nord et à l'état de vestige au sud. Il faut constater que 20 ans après, eh bien, cette prophétie s'est réalisée. Eh bien, M. Aoussou Jano ne croyait pas si bien dire, lui qui traite le PDCI de parti rabougri. Mais comment en sommes-nous arrivés à cette situation d'un parti rabougri? Parce que justement, il a fallu qu'en 1999, il y ait quelqu'un, en l'occurrence M. Alassane Dramane Ouattara, pour rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, pour décréter la chienlit, pour frapper le pouvoir PDCI moribond, pour qu'il tombe. Voici l'origine des malheurs du PDCI-RDA. Nous sommes un peuple tolérant, les militants du PDCI. Nous donnons l'exemple de pardon. La preuve, regardez comment de façon élégante, M. Bédié, malgré tout ce qu'il a vécu, il revient, il tend la main à Ouattara. Mieux, il appelle les Ivoiriens à voter pour lui dans un élan de pardon, dans un sursaut de pardon, et Ouattara devient président de la Côte d'Ivoire. Mais la règle au sein de l'Alliance, que je connais bien, stipule que au premier tour des élections présidentielles, chacun des 4 partis qui composent l'Alliance a son candidat. Voici pourquoi en 2010, eh bien, M. Ouattara était candidat du RDR, M. Bédié était candidat du PDCI, ainsi de suite. Eh bien, au second tour, les 3 qui sont battus soutiennent celui qui est passé au second tour. Nous sommes des hommes de parole. L'homme ne vaut que par sa parole. L'ayant décidé ainsi, vous comprenez qu'en 2010, j'ai voté et appelé à voter pour Alassane Ouattara. Mais est-ce que je n'ai pas le droit, en tant que militant du parti autonome, le parti d'Houphouët, de penser qu'en 2015, puisque les règles n'ont pas changé, que mon parti viendra au second tour en application des mêmes règles pour avoir aussi cette fois-ci le soutien du RDR. Voici que M. Bédié, qui lui visiblement a reconnu qu'il était à son dernier combat, j'ai été lui poser la question à son domicile à Daoukro. Je n'agis jamais dans le dos des autres. Je ne suis pas lâche et j'assume mes idées et mes convictions. Je lui ai demandé, tu as dit aux dernières élections présidentielles que tu étais à ton dernier combat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne suis plus candidat à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Eh bien, comme vous n'êtes plus candidat, vous, M. Bédié, eh bien, tous les jeunes du PDCI qui ont mon âge, 40 ans, que font-ils pour l'avenir? Est-ce qu'ils mettent fin à leur carrière ou ils continuent? Il me répond, naturellement, que nous devons continuer. Mais avec qui on continue? Et vous me dites de donner 2 mandats à Ouattara.
Je veux bien, mais comment ça peut se comprendre? Vous savez, ce que vous devriez ajouter, moi, avant d'être titulaire d'une maîtrise d'allemand, avant de travailler à la mairie de Trècheville pendant 10 ans, je suis né planteur. Et c'est ce que je veux qu'on retienne. Je suis de père baoulé. Un bon baoulé, c'est celui qui adore la terre. À l'âge de 14 ans, j'ai perdu mon père. En tant que premier fils d'une famille de 6 enfants, je deviens ipso facto planteur et je suis fier de l'être comme le père fondateur. Mais quand vous allez dans les plantations, pour ceux qui savent cultiver la banane plantain, quand vous avez planté, eh bien le bananier, jusqu'à ce qu'il donne un bon régime de bananes, vous le coupez, vous le consommez, eh bien ce bananier disparaît, mais forcément un autre bananier doit pousser juste autour. Voici la règle. Oufou a existé, il y a eu Bédier. Pourquoi autour de Bédier? Eh bien, il pense qu'après lui, ça devait être lui. La politique de la chèvre brûlée, comme Samori Touré, ça ne peut plus être soutenu de nos jours. Donc, je veux que ce soit bien compris, que je reste fondamentalement attaché à la survie du parti d'Oufouet, qui m'est cher, que je l'ai reçu en héritage. Un héritage, ça s'assume. Ça ne se brade pas. On a bien compris. Ça ne s'aliène pas. Voici le sens du refus, de mon refus, l'appel de Daoukro. Voici le sens de mon engagement, qui ne peut pas être assimilé à une impolitesse. Ce n'est pas simplement une fronde, c'est un vrai engagement. On a compris votre plaidoyer, votre long plaidoyer, bien argumenté, qui montre que vous êtes ancré justement dans les valeurs du PDCI-RDA, c'est pour ça que vous voulez porter les couleurs, en tout cas les valeurs de ce parti, en tant que candidat, même si c'est hors la ligne officielle du parti. Mais de ce point de vue-là, je veux dire, il y a une certaine logique à l'appel de Daoukro de M. Henri Konan Bédier. Parce que si vous avez gouverné pendant 5 ans avec le RDR, avec M. Ouattara, avec des ministres estampillés PDCI, je veux dire, vous avez le même bilan à défendre. Donc ce bilan va être défendu par un seul candidat. Vous vouliez qu'il y ait plusieurs candidats qui défendent le même bilan. Et qu'est-ce qu'il y aurait comme opposition entre eux? Aucune opposition. Autant alors rationaliser les choses, avoir un seul candidat. Je vous donne l'exemple de la France. François Hollande a gagné les élections présidentielles en rassemblant la gauche française. Pour autant, les autres partis comme les Verts ne disparaissent pas. Vous voulez même me dire que la prochaine fois qu'on ira aux élections en France, tous les partis politiques de la gauche vont justement tenir ce raisonnement de penser qu'ils n'ont pas le droit eux-mêmes d'avoir un candidat. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Eh bien, nous serons, du moins pour ceux qui ont gouverné avec Ouattara, et je comprends, ils seront comptables. Dans tous les cas, Ouattara n'a pas gouverné la Côte d'Ivoire sur les 5 ans selon la philosophie du PDCI et du père fondateur, et je suis prêt à vous le démontrer. Quoi? Ça veut dire que vous rejetez l'apport du PDCI et du RDA sur le bilan qui vient de s'écouler? Quelques-uns parmi nous au PDCI se sont rendus complices d'une politique de vengeance. Or, je vous ai donné l'exemple de M. Bédier lui-même, malgré ce qu'il a subi, il appelle à voter Ouattara. Pourquoi lui, il peut l'accepter à son niveau? Il ne peut pas donner un conseil à son jeune frère pour qu'il applique la même théorie de pardon et de la réconciliation. Eh bien, je constate une chose, et je le répète, la guerre, elle se fait à deux. Si telle est que la guerre se fait à deux, c'est donc à deux, nécessairement, qu'on va à la réconciliation. En Côte d'Ivoire, les 2 citoyens ivoiriens qui se sont battus pour des élections mal organisées s'appellent d'un côté Alassane Dramane Ouattara et de l'autre côté M. Laurent Gbagbo. Eh bien, si nous voulons vraiment réconcilier le peuple de Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire autrement que de réconcilier d'abord M. Ouattara et M. Gbagbo. C'est là que j'invite tous mes compatriotes à jeter un coup d'œil sur ce que j'appelle nos valeurs traditionnelles, africaines, propres à nous. J'ouvre cette parenthèse pour vous dire quoi? Chez nous, dans nos villages, quel que soit le village en Côte d'Ivoire, quand vous avez 2 villageois, 2 citoyens qui en viennent à se disputer ou qui à faire des histoires, et qu'on veut les réconcilier, on convoque les 2 sous l'arbre à palabre, autour de la chefferie. On leur donne la parole. Chacun s'explique. On prend soin de les écouter. Et puis après, au nom de la vérité, frère, c'est vrai, tu es mon jeune frère, mais là, tu as mal agi. Lève-toi, embrasse ta soeur et faites la paix. Mais si la crise éclate et que d'autorité, moi, en ma qualité de chef de village, je vous chasse de village parce que je ne vous aime pas, eh bien, seul qui est resté, l'autre belligérant, avec qui elle parle, avec qui elle se réconcilie. Voici ce à quoi, eh bien, on assiste en Côte d'Ivoire. Oui, on a pris Laurent Gbagbo. On l'a jeté tranquillement à la haie et on veut faire croire que,
eh bien on est réconcilié. J'ai dit non. Ces milliers d'Ivoiriens qui ont voté pour lui, officiellement 47%, eh bien aujourd'hui, vous constatez le faible taux de participation à la vie nationale, au processus électoral. C'est parce que tout ce monde meurtri, mais aujourd'hui, dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit, ils attendent leur tour. Voyez-vous, le pays va mal. Et tous ceux qui, pour l'instant, se sont succédés à la tête de l'État, sont venus avec une idée. C'est notre tour. Pour 60 tribus, eh bien, on ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire avec l'idée que c'est notre tour. Il n'y a de tour pour personne. Il n'y a de tour que pour le seul peuple de Côte d'Ivoire, un seul peuple, un seul destin uni. Voilà. Mais donc, si je comprends bien, Monsieur Konan Kouadio-Bertin, pour vous, ce qui a été mis en œuvre durant ces 5 ans sur ce dossier très important de la réconciliation des Ivoiriens, ça a été un échec total. Il y a eu une commission, là, présidée par d'ailleurs quelqu'un que vous soutenez, puisque vous êtes ensemble au sein de la CNC, l'ex-ministre Monsieur Charles Konan-Banny. Cette commission a donné des résultats très maigres, mais c'était un début. La justice ivoirienne a commencé à travailler. C'est vrai que l'ex-président Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont à La Haye, mais par exemple Simone Gbagbo va être jugée ici. C'est une justice sans doute imparfaite, mais une justice qui travaille, et elle n'a pas fini son travail. Il y a Madame Bensouda à la CPI a dit qu'elle allait investiguer sur tous les crimes, à la fois ceux commis, si on peut appeler ça comme ça sans être réducteur, le camp Gbagbo, mais aussi le camp Ouattara. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je dis à Madame Bensouda que l'institution qu'elle dirige, eh bien sa crédibilité est en jeu aux yeux de tous les Africains. Ça fait 5 ans que je constate qu'elle mène ses enquêtes, du moins sur ceux du camp de Ouattara, eh bien pour l'instant sans suite. On s'est précipité, eh bien d'amener Gbagbo à La Haye. Simone Gbagbo est ici. Les autres, je vous dis la chose suivante. Depuis que mon pays existe, nos prisons n'ont jamais été aussi pleines d'hommes politiques qui très souvent n'ont même pas leur place, eh bien dans cette prison-là. Je vous dis, le climat social est tendu, rien ne va. Eh bien, si tant est que nous voulons faire la lumière sur tous les crimes qu'il y a eu, et comme vous le dites si bien, il y en a eu dans le camp de Gbagbo, comme il y en a eu dans le camp de Ouattara. Les Ivoiriens veulent savoir qui a tué donc ces Ivoiriens dans le camp de Gbagbo et qui a aussi tué ces Ivoiriens dans le camp de Ouattara. Et si on estime que c'est à La Haye qu'on peut faire la lumière sur ces crimes, dans ces conditions, ça aurait été juste d'envoyer tous les belligérants à La Haye. Or, il me semble que 5 ans après, il n'y a qu'un seul camp qui est poursuivi. Ça s'appelle la justice des vainqueurs. Pendant ce temps, regardez la Côte d'Ivoire. Elle est dirigée par qui? L'Assemblée nationale est tenue par le chef de la rébellion. L'armée nationale... Vous parlez du président de l'Assemblée, M. Guillaume Soro. Oui, mon chef en ce moment. L'armée nationale est tenue par, eh bien, le général Bakayoko, qui lui était le chef de la rébellion militaire, le chef d'état-major de la rébellion militaire. Et les exemples sont légion. Le Conseil constitutionnel est tenu aujourd'hui par celui qui a succédé à M. Guillaume Soro à la tête de la rébellion. Eh bien, tout porte à croire que Ouattara ne gouverne pas la Côte d'Ivoire parce qu'il a gagné une élection dans les urnes, mais parce que certainement, il a battu, il a vaincu, il a gagné une guerre. Et ça se voit à l'œil nu. Mais à entendre votre discours, M. Konan Kouadio-Bertin, en fait, vous semblez dire que la rupture est complète avec le camp de Ouattara. Selon ce que vous dites, ce que vous leur mettez, je veux dire, un bulletin presque nul durant ce qu'ils ont fait durant ces 5 ans. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas possibilité d'alliance même s'il y avait un second tour avec eux. Attendez, est-ce qu'on est d'accord pour admettre que chaque parti doit jouir d'une autonomie? Est-ce qu'on est d'accord que Ouattara est RDR, que moi je suis PDCI RDR? Mais est-ce que vous êtes alliés? La question c'est est-ce que vous êtes alliés? L'alliance prend fin. L'alliance ne joue qu'au second tour. Alors je leur dis, si nous acceptons d'appliquer les règles du RHDP comme en 2010 on les a éditées, il n'y a pas de raison qu'on ne se retrouve pas à ce moment-là. Comme je suis convaincu que je serai au second tour, et Ouattara me soutiendra comme je l'ai soutenu en 2010. C'est aussi simple que ça. Mais en tout cas, qu'on ne me demande pas, moi, d'aller faire les éloges, d'ailleurs il n'y en a même pas, de quelqu'un que je vais battre, eh bien dans 2 semaines. Bon, voyons voir comment vous allez le battre. On a entendu le président d'ailleurs qui était hier sur la RTI, la chaîne ivoirienne, où il vient essayer de convaincre, il vient essayer de défendre son bilan, et notamment sur quelques points. J'ai parfois l'impression, en lisant les priorités de votre bilan, que économiquement, en tout cas, vous pourrez vous retrouver avec Ouattara, puisque vous aussi, votre priorité c'est le chômage, lutter contre le chômage, donner de l'emploi aux jeunes. Lui aussi, il dit qu'il a créé 2 millions d'emplois. Est-ce que d'abord vous cautionnez ce qu'il dit, et quelle serait-vous une
une recette pour essayer de créer cet emploi qui n'a pas encore été mise en œuvre par le gouvernement sortant? D'abord, je vais faire une précision. Au centre de mon projet se trouve là l'Ivoirien nouveau. Écoutez-moi bien, l'Ivoirien nouveau. On a entendu la même chose chez le président. Hein. Sauf qu'on ne fait jamais du neuf avec du vieux. Vous comprenez bien. L'Ivoirien nouveau, dans ma conception, eh bien, ça dépend du contenu que chacun lui donne. Dans mon entendement, l'Ivoirien nouveau, c'est celui qui doit savoir ce que c'est que la devise de la Côte d'Ivoire. Union, discipline, travail. On n'obtiendra jamais de liberté définitive pour ce peuple si on ne met pas les Ivoiriens au travail. Le travail, c'est la voie du succès, c'est le chemin de l'indépendance, c'est le chemin de la souveraineté individuelle. Deuxièmement, la discipline. C'est vrai qu'il y a eu la guerre, mais le mal qui ronge la Côte d'Ivoire, mon pays, c'est le désordre. Il faut que je mette fin au désordre. Et puis nous devons être unis. Sur ce point, Ouattara ne peut pas me dire qu'en 5 ans, il a apporté quelque chose de significatif aux Ivoiriens. Deuxièmement, l'Ivoirien nouveau, c'est celui qui doit comprendre qu'on ne gagne pas sa vie en braquant des banques. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui doit comprendre qu'on ne prend jamais les armes pour se faire entendre, qu'on n'anime pas une rébellion pour se faire une place au soleil. L'Ivoirien nouveau, c'est ça d'abord. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui s'imagine qu'autour de lui, il n'est pas seul, qui vit en communauté avec les autres, qui épouse les vertus, la démocratie. L'Ivoirien nouveau, depuis le président jusqu'au petit Ivoirien lambda, c'est celui dont la parole est en conformité avec les actes. Je ne tiendrai pas de propos, je veux dire, je n'aurai pas de paroles électorales ou de propos électoralistes, mais je dirai clairement aux Ivoiriens, eh bien, ce que nous devons faire pour remettre la Côte d'Ivoire, eh bien, sur les rails. Et donc, dans un domaine précis, comment vous allez donner du boulot aux jeunes qui attendent et qui sont peut-être sans espoir dans une certaine mesure? Voyez-vous, Félix Houphouët-Boigny nous a dit la chose suivante. Je trace les sillons. Il appartiendra aux jeunes générations d'élargir ces sillons. Il a pris soin de nous amener massivement à l'école pour que nous ayons le savoir. Parce qu'Houphouët, souvenez-vous, il y a 50 ans, criait, on nous a trop volé par rapport au traitement qui était infligé à nos paysans dans nos campagnes. Et Houphouët disait, je vous ai donné l'indépendance politique. Vous ne serez véritablement indépendant que quand vous serez maître du prix de vos produits. Je crois que l'heure est arrivée, que nous puissions changer de cap et de vision. Regardez les pays d'Asie qui n'ont absolument rien et qui transforment tout. Je conçois mal qu'un pays comme la Côte d'Ivoire qui a tout, eh bien, ne transforme rien. On est bien d'accord. Sur le constat, tout le monde est d'accord, mais on ne le fait pas d'une baguette magique. C'est pas à vous que je vais le dire. Qu'est-ce qu'on donne? Quelle mesure? Une ou deux mesures concrètes? Je dis aux Ivoiriens immédiatement que je ne leur promettrai pas de milliards. Un pays comme la Côte d'Ivoire ne peut pas promettre des milliards pendant qu'il passe son temps à emprunter à l'extérieur. Ce n'est pas ça le chemin. Le chemin, c'est l'industrialisation de la Côte d'Ivoire qui passe par la transformation de nos produits pour leur donner de la valeur à ces produits-là. En industrialisant, en transformant nos produits sur place, nous les multiplions leur valeur soit par 50 ou par 100. Et vous me direz, comment vous créez les sociétés? Avec des capitaux, bien sûr. Et comment on obtient les capitaux? De deux façons. Soit on emprunte, et Dieu seul sait que l'emprunt coûte cher. Et de plus en plus, c'est difficile d'en avoir parce que ceux qui vous donnent, eux-mêmes ont des difficultés. Mais je crée les conditions pour que, plutôt que d'emprunter, je puisse attirer les capitaux en Côte d'Ivoire et faire en sorte que ces capitaux à l'étranger quittent donc l'enfer fiscal en Occident pour venir se loger en Côte d'Ivoire dans ce que je vais construire, que j'appellerai le paradis fiscal. Par la défiscalisation, tout simplement. Donc, vous voyez bien, premier axe, industrialisation, transformation, appel de capitaux, défiscalisation, de façon à permettre que, eh bien, les mesures que nous allons mettre en place, eh bien, soient attractives. Ça passe également par la déréglementation, parce que si vous avez un peu d'argent à investir en Côte d'Ivoire pour monter une boîte et que vous devez payer des pots de vin au ministre, au directeur de cabinet, au chef de cabinet, au protocole, ainsi de suite, eh bien, au bout du compte, eh bien, vous retournez chez vous. C'est toutes ces mesures qu'il faut faire arrêter. Et je veillerai à ce que mon pays, la Côte d'Ivoire, n'importe plus de produits qui soient nuisibles à la vie. Par exemple, la drogue ne rentre pas dans ce pays. Par exemple, les armes ne rentrent pas dans ce pays. Parce que vous ne pouvez pas créer tout ça s'il n'y a pas un environnement qui l'accompagne, un environnement de sécurité, un environnement de stabilité. Personne ne viendra investir en Côte d'Ivoire tant que nous serons en train de tirer les coups de feu. Eh bien, chaque week-end, nous ferons en sorte que la Côte d'Ivoire renégocie, eh bien, ce qu'il n'aurait jamais dû perdre, sa stabilité politique, légendaire, terre de paix, terre bénie de Dieu, de sorte que
nous puissions attirer les capitaux. De cette façon-là, nous mettrons, puisque les usines sont sur place, je vais démontrer aux Ivoiriens comment, avec la Tchéquée simplement transformée, je peux construire une économie forte. Comment, avec l'ananas transformé, nous pouvons construire une économie forte. Comment, si je transforme moi-même le café sur place, vous savez, le chiffre d'affaires d'une société comme Nestlé. Nestlé est 10 000 fois plus riche que le pays producteur de café lui-même. Comment vous expliquez cela? Eh bien, je pense que c'est la clé du succès de notre économie. Et justement, c'est cela que en disant aux Ivoiriens, un discours simple. Apprenons nous-mêmes à ne compter que sur nos forces, non pas leur promettant des milliards qui n'auront jamais et qu'on va endetter éternellement nos enfants pour les générations à venir. Merci beaucoup, Monsieur Kouadio Konan-Bertin. Merci pour cet entretien. On suivra cette campagne électorale jusqu'au bout en voyant un peu comment vous allez y percer. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. On va continuer donc cette série d'entretiens. Demain, ce sera un des autres 10 candidats qui participent à ce scrutin électoral. Je vous remercie pour votre fidélité à Vox Africa et je remercie aussi ceux qui ont aidé à préparer cette émission, notamment le réalisateur Bolim Panimpongo, assisté de François de Sales Kwaku Kassi, ainsi que de toutes les équipes de RK Média et de Vox Africa Côte d'Ivoire. À bientôt, au revoir.